Salut, c'est Camille. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il existait un moyen de soutenir Crimes oubliés. Eh bien, c'est aujourd'hui possible, j'ai ouvert une page Patreon. J'ai fait un choix pour ce podcast, pas de pub qui casse l'ambiance en plein milieu de vos écoutes. Donc pour que le podcast continue à exister à ce rythme et en toute indépendance, j'ai besoin de vous. Vous avez plusieurs possibilités pour me soutenir à votre échelle, je vous laisse le lien de la page directement dans les notes de l'épisode. Merci pour votre fidélité et merci à ceux qui participeront à cette aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Le 28 décembre 1890, dans le petit village côtier de Merlimont, dans le nord de la France, le froid de l'hiver n'empêche pas les paroissiens de se rendre à la messe dominicale. Les rues sont calmes, le vent chargé d'embrun s'engouffre dans les venelles et la lumière blafarde de décembre éclaire à peine les façades basses des maisons. L'année se termine et bientôt on se félicitera d'en avoir vu une nouvelle démarrer. Rien ne laisse deviner qu'à ce moment précis, dans le presbytère, une scène d'horreur se joue en silence. Je suis Camille de Breuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de François Bayet. Ce jour de décembre 1890, le père Cauvet donne la messe du dimanche, tout le village est à l'église. Inutile de vous dire qu'à l'époque, si vous n'êtes pas sur le banc à prier, on vous regarde de travers. Sauf quand vous en êtes empêché, bien sûr. La vieille mère du curé de Merlimont, 88 ans bien tassée, est trop faible pour se rendre à l'église. Vu son grand âge, on lui pardonne, elle est restée seule à la maison. La vieille femme se repose dans la cuisine, près de la seule source de chaleur de la maison. Elle n'a pas vu entrer l'homme qui a escaladé le mur du jardin et forcé la porte. Elle ne l'a pas entendu non plus. C'est un inconnu, mais plus pour longtemps. Quand on la retrouve plus tard, son crâne est fracassé et son corps est en train de brûler tout entier dans la cheminée. L'assassin a voulu effacer sa trace et par la même occasion l'existence de cette femme qui n'avait rien demandé à personne. La fumée noire qui s'échappe du foyer envahit la cuisine et les premiers voisins qui accourent suffoquent en découvrant la vieille femme déjà quasiment réduite à l'état de charbon. Ce crime atroce, ce sera le dernier de notre tueur. Mais pour comprendre comment on en est arrivé à ces atrocités, il faut remonter au moins 2 ans ou peut-être même 26 ans en arrière. Je vous invite à suivre cette saison le parcours d'un jeune homme qui, durant quelques années, a fait trembler tout le Nord-Pas-de-Calais. À l'été 1888, François Bayet a 23 ans. Ce garçon est un boulanger, mais qui a peu exercé son métier. Tout simplement parce que derrière les barreaux, on fait rarement du pain. Il est fraîchement sorti de prison, avec un petit pécule de détenu amassé ça et là grâce à des menus travaux forcés. En quelques jours passés à Lille, il a carrément dilapidé sa maigre fortune en alcool et en filles. À peine le nez dehors, et c'est déjà la débauche. Il est sans travail, sans ressources maintenant, et sans attache si vous vous demandez. De la famille, il n'en a presque pas. Et des amis, ça court pas les rues, surtout quand on reste au trou pendant un petit moment. Les copains sont restés de l'autre côté de la grille, pour la plupart. Alors, il erre entre l'île et la côte. À Berck-sur-Mer, il a une tante, se dit-il. Une tante qu'il dit vouloir visiter. À mon avis, c'est surtout une excuse commode pour quitter l'île et ses environs et s'éloigner de la surveillance trop pressante de la police du coin. Forcément, François, c'est pas un enfant de cœur, donc ils l'ont à l'œil. Et puis, ça va être dur de se refaire dans ces conditions. Alors, en juillet 1888, direction Berck-sur-Mer. Peut-être avez-vous déjà fait du cerf-volant ou vous êtes-vous fait bronzer sur ces plages. Son port est aussi très connu. À cette époque, ce n'est plus seulement un port de pêche, même si on compte encore près de 150 bateaux de pêche amarrés là-bas, jusqu'au début du XXe siècle à peu près. Depuis le Second Empire, la ville s'est transformée en un haut lieu thérapeutique, notamment pour le traitement des malades de la tuberculose.
Tout commence avec l'initiative d'une veuve de marin surnommée Marianne toute seule, je suppose parce qu'elle était toute seule, qui fait prendre des bains de mer aux enfants malades qu'on lui confie. Les médecins du canton constatent assez rapidement l'amélioration spectaculaire de l'état de ces enfants et rédigent des rapports sur l'incroyable densité d'iode concentrée à Berck. L'idée fait ensuite petit à petit son chemin et on considère aujourd'hui cette bonne Marianne toute seule comme l'inventrice de la thalassothérapie. Donc merci d'avoir une petite pensée pour elle lors de votre prochaine cure. En 1869, l'impératrice Eugénie et le prince impérial inaugurent l'hôpital impérial, un ancêtre de l'hôpital maritime. La même année, une avenue est percée dans le sable pour relier directement la gare à la mer, et c'est toujours la rue de l'impératrice aujourd'hui. La philanthropie suit. En 1872, Laura de Rothschild fonde un hôpital bientôt complété par l'œuvre de religieuses qui crée l'Institut Saint-François de Sales, puis l'Institut Héliomarin. D'autres fondations suivront derrière, mais tout ça pour vous dire que Berck devient assez vite une cité de bien-être, une ville d'hôpitaux et de pensionnaires venus retrouver la santé grâce aux embruns. Dans ce décor singulier, les rues grouillent l'été de bourgeois en villégiature, de familles en promenade, mais aussi de malades transportés sur des brancards vers la plage, dans l'espoir de les soigner, tels les enfants de Marianne. Dans ce mélange de luxe discret et de misère sanitaire qui se mélange étrangement, les habitants vivent au rythme de la mer et des saisons. Joséphine Copin est l'une de ces figures discrètes mais respectées de la petite ville de Berck-sur-Mer. À 72 ans, cette sage-femme a accompagné des générations d'accouchements et est entrée dans l'intimité de nombreuses familles berquoises. C'est une femme qu'on décrit comme charitable, compatissante, toujours disponible pour les autres, bref, un amour quoi. Elle vit encore seule chez elle, mais elle est très alerte. Elle n'est pas l'âme la plus pauvre de Berck, donc oui, on sait qu'elle conserve chez elle de l'argent liquide, quelques bijoux, des titres, un peu comme tous les notables du coin à cette époque, rien d'anormal. Entre le 22 et le 25 juillet 1888, désolé pour ça, les dates ne sont vraiment pas précises dans les archives, François Bayet s'introduit chez Joséphine Copin, a priori par une fenêtre qu'il force à coups d'épaule. Les éclats de verre se répandent sur le sol, mais personne ne l'entend. Il est tard, alors il avance à tâtons dans les pièces sombres. Il trébuche presque contre une chaise, mais se rattrape et surprend Joséphine Copin, qui est encore debout. D'un geste rapide, il lui attrape les poignets, les lie derrière son dos avec une corde qu'il a emportée au cas où, et il s'acharne ensuite sur les chevilles de la sage-femme. Il les serre, puis enfonce dans sa bouche un morceau d'étoffe pour la bâillonner, histoire qu'elle arrête de crier. Elle lutte quelques secondes, mais suffoque rapidement, alors que Bayet resserre son emprise. Le cou de Joséphine Copin se marque de profondes ecchymoses, et bientôt, elle ne bouge plus. Il commence alors à fouiller frénétiquement. Il ouvre les armoires brutalement, il arrache les tiroirs. Ah bah si la dame avait une caution, elle peut lui dire adieu. Les papiers sans importance jonchent bientôt le sol, tandis que Bayet met la main sur des billets. Plusieurs centaines de francs. Il s'empare des bijoux qu'il glisse dans ses poches et de quelques titres. Tout est sans dessus-dessous. Puis avant de partir, comme pour effacer sa trace alors que ça n'a aucun sens, il tire le corps inerte de la femme jusque dans l'arrière-cuisine et le pousse sous un canapé, persuadé que cette cachette improvisée suffira à masquer l'horreur pendant quelques jours encore. Le temps qu'il soit loin. Et d'ailleurs, pendant plusieurs jours, personne ne s'inquiète de l'absence de la sage-femme. Comme quoi, même quand on est apprécié, on ne se rend pas compte de notre absence tout de suite, hein. C'est vrai que d'habitude, elle est très disponible, mais elle a peut-être un impératif. Étrange quand même, Joséphine Copin devait assister à l'enterrement d'une amie, mais son absence est mise par ses proches sur le compte de son métier. On suppose qu'une naissance l'a retenue, comme souvent. Ce n'est que le vendredi 27 juillet qu'un voisin est intrigué de ne pas l'avoir vue depuis plusieurs jours d'affilée, et surtout de ne pas avoir vu ou entendu quoi que ce soit du côté de chez elle. Inquiet, ce voisin prévient les proches de Joséphine et finit par alerter aussi les autorités. C'est lui qui force l'entrée de la maison et mène les premières recherches. Il fait une chaleur étouffante dans la maison, fermée depuis plusieurs jours. L'odeur dans l'entrée est indéfinissable.
ignoble, à vomir. Cette odeur, c'est celle de la mort. Elle les guide jusqu'à l'arrière-cuisine, où ils découvrent le corps sans vie de Joséphine Copin. Il est déjà dans un état de décomposition avancé. La scène est insoutenable, dit-on. La langue pendante, les yeux exorbités, les ligatures encore serrées autour des poignets et des chevilles. Le spectacle est terrible. L'émotion à Berck est immense, vous imaginez bien. Joséphine Copin était une sage-femme respectée et une femme étranglée dans sa propre maison, au cœur d'une station balnéaire où l'on vient chercher la santé et le repos. Ça fait tâche. Le contraste est saisissant et en plein été, ça risque de ternir la réputation de la ville. Le parquet de Montreuil-sur-Mer est aussitôt saisi, mais l'enquête se heurte à une difficulté majeure. Le voleur, car on ne doute pas que l'argent ait été le mobile, a eu plusieurs jours pour se mettre à l'abri. Il restera introuvable. Pendant qu'à Berck on cherche qui a fait le coup, François Bayet est déjà de retour à Lille depuis belle lurette. Alors à prendre avec des pincettes côté date, mais aux alentours du 25 juillet, semble-t-il, il réapparaît chez une connaissance du nom de Danel, à qui il avait confié la malle contenant toutes ses affaires à sa sortie de prison. Quand il se présente chez Danel, il porte des vêtements neufs. Ça étonne beaucoup le gars qui fait des plaisanteries un peu lourdes de sens pour tenter de lui extirper l'information. D'où tient-il ses habits neufs alors qu'il n'a pas un rond ? La preuve, il se fait héberger par-ci par-là. Bayet ne se démonte pas, et comme il vient de Berck, il explique que sa tante a été généreuse, qu'elle lui a payé ses habits, et en plus, il exhibe 3 billets de 100 francs. Sympa et super généreuse, la tante de Berck, à rincer son neveu comme ça, non ? Bayet demande même à Danel d'engager pour lui, c'est-à-dire de mettre en gage, des bijoux provenant du vol. L'autre acquiesce, prend les bijoux, mais en réalité, il n'en fera rien, un poil soupçonneux. Ce doute finit par le rattraper, partagé entre la loyauté envers un ancien camarade et la peur d'être compromis. Danel finit par craquer. Il parle aux enquêteurs lillois, explique qu'il garde chez lui la malle de Bayet et qu'il a reçu de lui des bijoux d'origine inconnue, peut-être volés. Il n'est pas un délateur de nature, mais sa conscience le ronge, et surtout, la peur de se retrouver accusé à la place de Bayet le pousse à parler. La police perquisitionne alors chez Danel et retrouve en effet des affaires ayant appartenu notamment à Joséphine Copin dans la fameuse malle. Plus tard, lorsqu'il retournera en prison, Bayet ne se taira pas non plus d'ailleurs. À 2 codétenus, il racontera dans les moindres détails le crime de Berck, presque comme s'il s'en vantait. Preuves matérielles, confidences, mise en gage des bijoux, l'affaire Copin porte déjà sa signature, même s'il continuera à le nier très longtemps. Un mois plus tard, François Bayet est de nouveau en route. L'argent volé à Berck a déjà disparu depuis longtemps, dans les cabarets et les plaisirs éphémères. L'alcool et les filles principalement. Il erre, cherche une nouvelle proie, et c'est vers Fouquières, près de Béthune, qu'il se dirige. Là encore, son choix n'est pas anodin. Les presbytères, ces maisons de prêtres modestes, mais respectées, sont connues à l'époque pour contenir toujours un peu d'argent liquide ou quelques objets de valeur. De l'argenterie, par exemple. Et derrière leurs murs, on trouve surtout des ecclésiastiques très âgés, parfois accompagnés d'un proche, mais souvent seuls. Globalement, des personnes fragiles et peu capables de se défendre. C'est exactement ce que recherchent les opportunistes comme Bayet. Le 21 août 1888, Bayet passe la journée à rôder autour du village. Quand vient la nuit, il se cache dans une grange attenante au mur du jardin du presbytère. Puis, c'est facile, il escalade le mur en pierre, brise un carreau du salon et s'introduit dans la maison. L'abbé Willy, 89 ans, dort paisiblement dans sa chambre. Sa nièce, Martha Médreau, qui vit auprès de lui, se repose dans une chambre attenante. Quand Bayet s'approche du lit du prêtre, il brandit la serpe qu'il a emportée avec lui. Il est passé au niveau supérieur par rapport à la corde et au bâillon de Joséphine Copin. Le vieil homme n'a aucune chance. Plusieurs coups à la tête le laissent mourant sur son lit. Dans le secrétaire, Bayet ne trouve presque rien. Pas d'argenterie, pas de billets, seulement quelques papiers.
Alors il explore le reste de la maison et parvient dans la chambre de la nièce. C'est là que cette affaire de Fouquier prend une tournure déroutante. Martha Médreau dort et n'a absolument rien entendu du massacre qui a été perpétré à quelques mètres de là. Pour la réveiller, Baillet ne secoue pas son épaule, il ne la frappe pas non plus. Il se penche sur elle et l'embrasse. La jeune femme ouvre les yeux, se retrouve face à un inconnu, encore éclaboussé du sang du prêtre qui plus est. Il ne faut pas beaucoup de temps à la pauvre fille pour comprendre qu'elle est en danger, et terrorisée alors qu'il lui demande où est l'argent, elle lui remet tout ce qu'elle a dans son porte-monnaie, la totalité, à savoir 3,50 francs. Une somme dérisoire, une somme ridicule même. Tremblante, elle le supplie de ne pas la violer et de ne pas la tuer. Elle jure qu'elle ne dira rien, d'ailleurs elle ne sait même pas qui il est. Baillet insiste, il lui parle un moment et lui fait même des propositions équivoques, mais finalement il se recule et part sans demander son reste. Il s'en va en emportant ses quelques pièces et laissant derrière lui une nièce terrifiée et un oncle mourant. L'abbé Willy ne passera pas la nuit. Il décédera des suites de ses blessures. Martha Médreau, elle, témoignera plus tard à la barre, racontant avec des gestes saccadés l'angoisse de cette nuit d'août où elle s'est crue morte et où elle a perdu le seul parent qui lui restait. La question que je me suis posée, moi, c'est pourquoi diable Baillet l'a-t-il laissé en vie ? La question restera sans réponse. Le butin était ridicule et la jeune femme éveillée représentait pourtant un témoin dangereux. Était-ce la peur d'un cri qui alerterait le voisinage, le trouble qu'il éprouvait face à une jeune femme différente de ses victimes habituelles, toutes très âgées ? Ou bien, dans son esprit, la domination était-elle déjà accomplie ? L'embrasser de force, la réduire à la peur, la dominer, lui faire des avances ? Est-ce que ça suffisait peut-être à affirmer son pouvoir ? Je ne sais pas. Ce qui frappe surtout, c'est le contraste. Quelques semaines plus tôt, Joséphine Copin avait été ligotée, bâillonnée, étranglée avec une froideur implacable. Ici, Baillet frappe avec une brutalité sauvage le vieillard, mais joue presque avec sa nièce, oscillant entre menaces, charme, humiliation et retrait. Le crime de Fouquier montre chez Baillet une ambivalence qui, je trouve, rend sa dangerosité encore plus imprévisible. En tout cas, la gendarmerie, elle, s'égare. On arrête un homme aperçu dans le village, déjà connu pour violence. On le confronte à Martha Médreau, mais elle ne le reconnaît pas, bien sûr. Mais comme on est en 1888, l'homme reste tout de même détenu quelque temps, victime de ce faux soupçon. Ce n'est peut-être pas lui qui a tué l'abbé Willy, mais le gars se perd dans des explications rocambolesques et on sent ses mensonges à des kilomètres. À l'époque, ça suffit à vous garder un peu à l'ombre. Pendant ce temps, Baillet, lui, continue sa route, libre de rechercher sa prochaine victime et de dilapider ses 3,50 francs. Après Fouquier, Baillet continue de rôder dans la région. Mais l'argent manque rapidement et sa manière de rôder dans les villages ne plaît pas beaucoup. Pire, elle attire peu à peu l'attention des autorités, alertées par les villageois. Le 12 octobre 1888, il est arrêté et écroué. Ah non, pas pour meurtre, je vous arrête tout de suite, mais simplement pour vol. La justice est lente, l'informatique est bien loin et la police n'a pas encore rassemblé les preuves nécessaires ou même fait le simple lien entre les différentes affaires. Il est attrapé pour un vol banal, sans violence, qui lui vaut néanmoins d'être condamné à 2 ans de prison ferme. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve derrière les barreaux. Depuis son adolescence, Baillet a passé plus de temps enfermé que libre. Il connaît les cellules, les surveillants, la promiscuité, les humiliations quotidiennes. Mais cette incarcération-là va jouer un rôle décisif dans sa vie. Car à la maison centrale de Los, près de Lille, Baillet croise le chemin d'un autre détenu, Louis Dutilleul, un ouvrier lui aussi condamné pour vol. Ça rapproche d'être condamné pour les mêmes chefs d'accusation, semble-t-il. 2 hommes, 2 parcours marqués par la misère et la prison, 2 destins qui s'entrecroisent dans ce lieu où l'on se forme moins à la réinsertion qu'au crime pur. À Los, Baillet trouve pour la première fois un vrai complice. Pour connaître la suite de cette histoire, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 2e épisode de cette saison 24 de Crimes oubliés, consacré à l'affaire François Baillet.